Bonjour chers amis, donc nous sommes sur PDH. Bonjour les amis de PDH, bonjour les amis de la République française, non je plaisante, mais si bien sûr, pourquoi pas. Et bonjour en tout cas tous ceux qui ont à cœur de faire avancer ce monde bien sombre ces temps derniers. Donc nous voici réunis aujourd'hui pour un nouveau format de rencontre avec qui concerne donc soit un sujet d'actualité, soit une personnalité militante. Et donc nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir notre ami, camarade, frère Amara, grand militant du mouvement social. On va avoir l'occasion de développer cela pour cet entretien. Pour cet entretien qui, j'en suis convaincu, va en édifier plus d'un. Bonjour Jean-Claude, donc bonjour à vous les amis, et bonjour Amara. Oui, mon prénom est Jean-Claude, mais je préfère mon nom. D'accord. Il est beaucoup plus facile à prononcer, comme disait Aragon. Exactement. Voilà. Donc, Christophe, c'était bon là ? On reprend donc à tout à l'heure. Oui, c'est bon. Non mais on va pas reprendre, je redis pas tout ce qu'on a dit déjà. Non, on est en direct. On est en direct. Mais moi, je reprends ce que j'ai dit. Non. Ah non, d'accord. Non, mais c'est pour... De toute façon, les gens ont l'habitude, on est en famille, donc pas de Oui, formalisme. très bien. Donc on disait, moi je disais en tout cas, il était question. Oui, j'aimerais bien que tu reviennes un petit peu d'abord sur tes origines familiales, parce que il est évident que ça permet de situer Oui. le personnage, enfin, et le militantisme, hein, de la même façon que moi, j'ai été aussi très marqué par cela. Donc, ta famille est très présente pendant la guerre d'Algérie. Hein. Et c'est le moment où tes parents émigrent. Non, ton père émigre en France. Mon père émigre en France en 1938, juste avant la guerre. Hein. Voilà. Donc, il rencontre ma maman sur un banc du Luxembourg. En plus, j'ai retracé un peu l'historique de la saga. C'était donc en 1900, juste avant la guerre, quoi. Hein. Il vient d'où en Algérie ? Alors, lui, il vient de la basse Kabylie. Qui est la région de la Soumam, oui, d'où est parti, la fameuse vallée de la Soumam, d'où est parti le 1er novembre 1954, les premiers événements de la guerre d'indépendance. Et alors, c'était une période dure parce que, en fait, moi j'ai deux frangins. Mon père s'était marié 2 fois, comme beaucoup d'immigrés, une première fois en Algérie, une deuxième fois en France avec la maman, 2 frères. Et à l'époque, on était dans le quartier de la rue Mouffetard, en plein quartier populaire à l'époque. Hein, fallait savoir c'est une des rues les plus anciennes de Paris. Hein. Absolument. Si ce n'est la plus ancienne même. Absolument. Et à l'époque, c'était vraiment une rue, ce que j'appelais un petit peu la rue de Babel, quoi. C'est-à-dire un mélange. Il y avait les Ashkénazes, il y avait les Séfarades, il y avait les Kabyles, il y avait les Arabes, les Portugais, les Italiens. Il y avait quelques Français aussi. C'était une rue arc-en-ciel, quoi. Donc mon père, il était marchand de 4 saisons. Il a pris sa carriole avec ses fruits et légumes et il faisait les rues de Paris, quoi, comme ça, de la Mouffetard notamment. Et c'est là que nous, avec les frangins, on a appris la rue très très vite, parce qu'on était comme dans un clapier, là, on était à 5 dans 14 mètres carrés, tu vois, dans un hôtel meublé tout confort. Donc la rue, on l'a connue très très vite, et on accompagnait notre père, qui parlait très très mal le français, mais qui se débrouillait toujours pour vendre ses fruits et ses légumes dans les rues. Et on a appris dès le départ déjà comment les messieurs qui avaient un képi, qui avaient des grandes pèlerines, on se mettait à un coin de rue parce qu'il n'avait pas le droit, c'était à la sauvette, tu vois. Vous faisiez le Et donc, il nous mettait à un coin de rue comme ça, il disait si vous voyez un monsieur avec un képi, avec machin, ouais, papa, voilà. Bon, voilà. Et là, alors voilà, la vie était dure, hein. Mais elle était remplie, c'est-à-dire que la rue avait du cœur. Hein. Elle avait du cœur, elle avait de la fraternité. Et le grand souvenir qui peut-être a été au début de ma vie militante, hein, parce que l'année 54 a été une année très riche et qui m'a formé au niveau de la conscience militante, c'est le 9 janvier 1954, le premier campement de l'abbé Pierre qui s'installe sous notre gourbi. Dans le terrain vague où s'ébattaient nos gambettes de Poulbeau,
Et en fait, voilà, tous ces mal logés sur les bottes de paille là, qui investissaient notre terrain vague. Alors au début, moi, je gueulais, quoi. Je dis, mais attends, il est à nous, terrain vague. Bon, puis après, comme j'étais grand curieux, j'avais 8 ans, je suis descendu, puis j'ai fait petit à petit connaissance de ces damnés de la terre, de ces gueux là qui s'étaient empilés sur ces bottes de paille. C'était incroyable, hein, ce truc. Hein. Et un jour, comme ça, un monsieur avec une pèlerine, avec un petit béret, une canne, m'a pris par la main pour m'emmener faire le tour du camp. Et je suis devenu la mascotte du campement parce que c'était la mascotte, c'était l'abbé Pierre, quoi. Ah oui, donc tu as connu très tôt. Oui. Ah oui, ce terrible hiver 54, hein, le terrible hiver 54. Qui a été un des hivers les plus froids du siècle, hein, faut le savoir. Et qui était dû au fait, ce campement, qu'une femme jeune avec son bébé était morte de froid sur un banc. Et donc, ce campement a perduré pendant des mois et des mois et a obtenu une victoire magnifique parce que ça a obligé le gouvernement de l'époque et notamment le ministre de l'époque du logement qui s'appelait Legendre à construire des milliers et des milliers de logements pour... d'urgence. Cité d'urgence. Voilà. Ouais, où j'ai d'ailleurs habité par la suite. Pas à Paris, mais ailleurs. Oui. On appelait ça les HBM à l'époque. C'est ça, habitation bon marché. Habitation bon marché, qui précédait les HLM, habitation à loyer modéré. Voilà. Bon, donc en fait, ça a été vraiment le début, je pense, parce que voilà, nous, on était dans la mouise, d'accord. Mais quand j'ai vu ceux d'en bas, je me suis dit, mais merde, attends, il y a pire. Il y a bien pire, tu vois. Et donc, ça m'a fait réfléchir énormément. Et alors, quelques mois après, 1er novembre 54, boum, la guerre d'indépendance algérienne qui part et où, dans la vallée de la Soumam, où est né mon papa. Et moi, je savais que c'était la Soumam. Il en avait parlé plusieurs fois. Malheureusement, il ne nous avait pas emmenés, mais il nous en avait parlé plusieurs fois. Et alors, le lendemain de ce début de guerre d'indépendance, je vois François à l'époque, j'ai un souvenir comme c'était hier, et qui marquait en gros titre sur la une, les félagas terroristes de la vallée pourrie de la Soumam. Et moi, mon sang n'a fait qu'un tour. Je dis, vallée pourrie de la Soumam, mais attends, mais c'est le pays de mon papa. Tu vois ce que je veux dire? Et donc là, deuxième prise de conscience en l'espace de quelques mois, tu vois, parce que 8 ans, évidemment... Et je savais qu'il se passait des choses, parce que mon père, même dans notre Gourbie, il invitait des cousins qui parlaient dans une langue que je ne comprenais pas, mais je savais qu'il se passait des trucs, notamment sur le fait que mon grand frère Cassie, premier mariage de mon père là-bas au Bled, était venu en France une fois, juste avant de prendre les maquis. Et je me souviens de Cassie comme si c'était hier. Il était venu, je crois, vers le mois de juillet-août, avant de prendre les maquis avec Amir Rouch, colonel Amir Rouch, à la Villiers 3, tu vois. Alors, Cassie, c'était quelqu'un de merveilleux, malgré mes souvenirs. Évidemment, c'était fugace. Mais qu'est-ce qui a fait, en fait, que vraiment, j'ai commencé à devenir... Donc, ça fait une première prise de conscience. Oui. Et je suis devenu de plus en plus algérien, en fait. Oui, c'est ça. Parce que je ne supportais pas, je comprenais qu'il se passait des trucs, et je ne supportais pas, en fait, C'était la police de Papon à l'époque, hein, faut pas l'oublier. Oui, bien sûr. Et oui, et nous, on était dans un quartier de la Mouffetard où il y avait énormément de relais de réseau FLN, du Front de Libération Nationale, tu vois. Rue Mouffetard, Ménilmontant, Belleville, c'était des grands quartiers. Et alors nous, les gosses de la rue, on savait ce qui allait se passer au niveau des rafles. Parce que la rue, elle a quand même une intuition. Hein, voilà. La rue de Mouffetard, c'était la rumeur de partout. Hein. Faut pas oublier que c'était le quartier de Paris qui a eu le dernier l'eau courante. Hein. C'était vraiment un quartier très, très, très pauvre, quoi, tu vois. Vraiment le populo, quoi, tu vois. Et alors, quand il y avait les rafles, la rue devenait silencieuse. Alors que la Mouffetard, je peux te dire que c'était... tu vois. Ah oui. Et là, on entendait... Oui. Et on voyait, parce que le rue Mouffetard est en pente, on voyait arriver dans notre collimateur toute la clique de robots de Papon, du fameux préfet Papon, qui venait rafler là dans les quartiers, faire ce qu'on appelle les ratonnades, se bouffer du bougnoul, du raton et du melon, parce qu'à l'époque, le florilège d'insultes, il y en avait un sacré paquet. Donc vois-tu, on peut dire que
ma vie militante après, c'est comme ça, quoi. elle s'est nourrie à la racine, vraiment, de ces événements, quoi, qui m'ont vraiment formé, forgé, affiné et cimenté réellement mes convictions, quoi. Hein. Vous étiez combien dans la famille, donc? On était 3 frères, hein, trois garçons, plus le papa et la maman, quoi, tu vois. Voilà, donc c'est vrai que dans ce 14 mètres carrés, ça faisait un drôle d'effet. Mais en même temps, voilà, quoi, comme je l'ai dit tout à l'heure, la rue avait du cœur, elle était offerte, elle était solidaire. Les gueux qui s'étaient plantés dans le terrain vague, il y avait un nombre incalculable de petites gens de tous les jours qui arrivaient chacun avec son petit panier, avec tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Il y avait une vraie solidarité, c'était une merveille. Le mot peuple n'était pas encore vain, hein. Il y avait vraiment une notion de peuple. Hein. Ah oui, alors qu'aujourd'hui, la Mouffetard, tu vois un studio maintenant à 2000 € par mois, tu crois rêver, quoi. Non, mais c'est un truc de ouf, quoi, tu vois. Alors ensuite, donc, ta vie militante réelle va prendre son essor dans les années 70, si je crois bien, par la vie culturelle, enfin par la culture, peut-être. Oui, parce que en fait, avec le frangin, mon frère Jean-Paul, comme la rue, on l'a apprivoisé, la rue. Hein. Moi, j'ai toujours coutume de dire, et Dieu sait que j'en ai connu des mecs de la rue, que la rue, si tu l'apprivoises, si elle te nourrit, elle t'enrichit, si tu la subis, elle te tue, quoi. Voilà. Et moi, j'en ai vu des morts dans la rue, quoi, tu vois. Oui. Voilà. Ah, oui. Mais nous, on l'avait apprivoisé, la rue, parce qu'on la connaissait déjà depuis notre prime enfance, quoi, tu vois. Donc, un jour, avec mon frère, on a décidé, on s'est dit, tiens, notre papa, il était marchand de 4 saisons, ambulant, il y avait tout un... Et notre maman nous apprenait plein de chansons, des comptines, enfin tout ça. Oui, tu vois, on était en même temps avec le père qui, lui, parlait comme il pouvait son franc kabyle, hein, j'appelais ça le franc kabylos, tu vois. Oui. Et la maman, quoi, parce qu'ils étaient complètement opposés. Hein. La maman venait d'une famille très bourgeoise dans la région de Langres, tu vois. Et lui descendait de... Bon, parce qu'on était dans la vallée de la Soumam, mais on était juste au-dessus avec notre village qui s'appelle Kitoun, c'est-à-dire la tente, enfin voilà. Ouais. Et donc ce couple était complètement atypique. Alors, totalement atypique. Elle, frêle et lancée, très érudite, hein, qui avait appris les bons usages, c'est-à-dire quand on était à table, c'était la cuillère qui allait à la bouche et non pas la bouche à la cuillère. Et puis mon père de l'autre côté, lui c'était un gros pâteau, quoi, tu vois, 90 kilos, c'était un cube, tu vois, une force de la nature. Et ce couple était merveilleux en même temps, il était totalement atypique, quoi, tu vois. Et d'ailleurs, pendant que tu le dis, c'est très intéressant ce que tu dis parce que je m'étais assez intéressé à la nuptialité des travailleurs migrés en France. Hein. Et j'ai un certain nombre d'amis qui sont issus de couples mixtes comme ça. Et c'est très intéressant sociologiquement de voir qui étaient, alors bon, les travailleurs maghrébins, donc évidemment, en général, venaient de zones rurales, pauvres, etc. Mais très souvent, contrairement à ce qu'on pourrait penser, leurs épouses étaient des épouses cultivées, françaises et cultivées. Et c'est assez intéressant, pas forcément... D'ailleurs, l'archétype de ça, c'est le fameux roman Élise et la vraie vie, et qui montre bien cela. Hein, mais j'ai d'autres amis comme ça. Ce que tu dis est tout à fait intéressant. J'ai un ami aussi pareil dont le père est kabyle et qui a épousé donc une Française qui était éduquée. Alors c'est dans le nord de la France. C'est vraiment intéressant. Donc c'est une petite parenthèse. Oui, non, mais tu as raison. Hein. Je l'ai remarqué aussi plusieurs fois. Hein. En général, d'ailleurs, c'était des mariages plutôt kabyle-breton. Oui, aussi. Sauf que ma mère était alsacienne, hein. Bon, enfin voilà, d'origine alsacienne, quoi. Donc en fait, moi, je suis issu d'une double culture qui est la culture couscous, choucroute. Alors et à un moment donné, il faut faire prendre les deux, quoi, ce qui n'est pas forcément évident. Alors c'est pour ça que le métissage est une nourriture aussi importante, en ce qui me concerne en tout cas, parce qu'à un moment donné, tu te trouves en 2 morceaux, tu vois, tu te dis merde, attends, c'est tellement. Alors en plus, pendant cette guerre d'indépendance, tu te rends compte, moi qui allais à l'école et moi qui ai un visage qui n'est pas du tout marqué par la bougnoulerie, j'entendais des gamins qui parlaient autour de moi dans la cour de récréation, t'as vu ces bougnoules et tout, paf, je me suis battu mais des dizaines de fois, quoi, tu vois, voilà. Mais alors voilà, le métissage, ce qu'il a d'important, je crois. Alors je précise comme on a, Christophe, on n'a pas de problème à dire bougnoule. C'est une plaisanterie, hein, c'est une expression. Hein.
Ouais. Bah oui, d'accord, oui, ok. oui, oui. Ouais, ouais. Bah non, mais... C'est pas pour les gens qui regardent, hein. Mhm. C'est pour les structures de YouTube et Oui, oui. oui, oui, qui ont des normes comme ça. Oui, Bon, oui. alors on reprend. Non, mais moi j'emploie ces mots parce que j'ai été baigné par ça. Non, non, toute mais je mon comprends enfance, bien. quoi. Non, mais je comprends bien. Non, mais Ouais, ce sont ouais. des structures. Maintenant, il y a des, Ah oui. il y a des codes automatiques. Ah oui, mais Oui, moi oui. je l'emploie Oui, on l'a bien compris. au Non, non. deuxième degré, quoi. Mais non, non, mais quand c'est la personne elle-même, il n'y a pas de souci. D'accord, d'accord. Alors, donc, Oui, le métissage, il a ceci de très fort, c'est quand tu arrives à faire que le 1 plus 1 égale 1. Et j'ai réussi ça petit à petit, ça n'a pas été facile, parce que j'ai été déchiré. Hein, quand mon grand frère Cassie, qui a pris les réseaux avec Amirouche, le colonel Amirouche, oui. la Wilaya 3 à l'époque, il était poursuivi de partout. Hein. Ah oui. Ah oui, il était fiché. D'ailleurs, il a sa rue à Luxor, là-bas, dans la bourgade. Et là où j'ai vraiment pris conscience de ce que c'était que le colonialisme, de la peste coloniale, c'est lorsque j'ai appris en décembre 1961, pardon, que mon frère Cassie avait été tué par l'armée française. Donc, il est tombé martyr. Voilà, Paix à il est son âme. tombé shahid, Ouais. martyr, shahid, voilà quoi. Ouais, ouais. Ouais. Alors là, si tu veux, moi, de mère française, d'éducation française, etc., je suis devenu un loup. J'ai détesté, j'ai haï la France pendant très très longtemps, quoi, Bah tu oui, vois, bah oui. parce que ça m'avait marqué profondément. Bien sûr. D'autant plus que j'avais une demi-sœur aussi du premier mariage, Aurida, qui elle est morte à 33 ans, faute de soins, parce Ah oui. que voilà, la voiture qui l'emmenait à l'hôpital parce qu'elle avait besoin de soins en urgence a Oui. été bloquée Ouais, par l'armée et qui a interdit de passer parce que c'était réservé aux colons, quoi. Bien Donc sûr. elle est morte comme ça, tu vois. Bien sûr. Bon, donc la famille Amara a payé un lourd tribut Oui. à la guerre d'indépendance. Mon père planquait des armes. Hein. Oui. Ils ont jamais trouvé, alors qu'il y a eu évidemment les supplétifs, les harkis qui Oui. dénonçaient. Hein. Il n'a jamais été pris, heureusement. Mon autre frère Bachir, lui, a été torturé là-bas en Algérie parce qu'il était jeune, il avait 16-17 ans, et il servait d'estafette de réseau en Oui, bien réseau, sûr. tu vois, pour passer les Oui, oui. courriers. Et un jour, il a été capturé, il a été torturé. Bon, voilà, la famille a payé un très très lourd tribut et le dernier en date, c'était le 17 octobre 61. Hassen Amara, un oncle, a été jeté à la Seine par la police de Papon à l'époque de la rafle du 17 octobre 61. Oui. Donc voilà, c'est une famille qui a quand même pas mal donné Il y a pour... et qui sait ce que c'est voilà. que le colonialisme, la souffrance, Voilà. le militantisme, etc. Et donc l'anticolonialisme, la Ouais. lutte anticoloniale, la lutte contre le colonialisme, je te dis, je l'ai eu très très jeune, j'ai été vacciné avec ça, quoi, en Et définitive. le racisme, hein. bien sûr. Et le racisme. Alors donc, dans les années 70, tu chantes des chansons dans la rue avec Oui. ton frère. Oui, tout à fait, ouais, ouais. Bah oui, parce qu'on s'est dit, on connaît la Alors, rue. à l'orgue de Barbarie, c'est ça? À l'orgue de Barbarie, ouais, ce vieil instrument Donc tu as populaire. appris à jouer de l'orgue de Barbarie? Oui, bah, c'est pas compliqué, tu sais. Oui. L'orgue, il suffit, parce que c'est des cartons perforés Oui, qui mais il sont faut déjà... jouer avec oui. avoir le bon rythme Oui, quand mais même. ça vient, Ouais. vient. L'orgue nous servait uniquement de support musical pour chanter, quoi. Hein. C'était nos musiciens. L'avantage de ces musiciens, c'est que ils buvaient pas, ils bouffaient pas, donc ils n'en venaient pas cher, quoi. C'est ça. Voilà. Non, non, mais ça a été pour nous très important parce que on a décidé comme ça de descendre dans la rue, quoi. Et c'est d'abord mon frère Jean-Paul qui est allé. Moi, je l'ai rejoint parce qu'à l'époque, j'avais déjà 2 jeunes enfants, donc c'était un peu compliqué. Et j'ai laissé un métier là, d'assureur, parce que j'en ai fait je sais pas combien de métiers, pour aller chanter dans la rue. Et c'était marrant parce que ça a collé tout de suite, quoi. Ouais. Ça a marché tout de suite. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est un fil invisible qui relie les poulbeaux que nous étions avec tout ce que nous colportions de réalité, de vérité de la rue, et les gens le sentaient, quoi. Tu vois, je sais pas comment. Mais bon, voilà. Et alors, en plus, si tu veux, on est allé chanter dans 35 pays sur les 5 continents, quoi. Et c'était merveilleux parce que autant. Ah oui, vous êtes parti à l'étranger ensuite? Ah oui, on a fait 35 pays parce que D'accord. du coup l'Alliance française nous a envoyé là-bas. Nous étions les représentants de cette Alliance française. C'était hyper sympa d'ailleurs, c'était super.
populaire, tu vois. Et on a fait les 5 continents. Donc on est allé, on est allé chanter à Rio, on est allé chanter à Calcutta. Alors, c'était quoi votre répertoire? Le répertoire il était mélangé. On faisait beaucoup de chansons du répertoire populaire, on va dire, à l'orgue de Bavarie. Mais chaque fois qu'on arrivait dans un pays, on s'efforçait d'apprendre ne serait-ce qu'un poème, tu vois, pour le réciter. Quand on était au Chili, par exemple, sous Pinochet, on récitait du Neruda. Quand on était en Argentine, récitait du Atahualpa Yupanqui. Enfin, tu vois, donc on se débrouillait toujours pour essayer de faire en sorte pour créer un lien, quoi, tu vois. Alors, je dis en même temps, possible extraits musicaux. Je ne sais pas, Christophe, on n'a pas d'extraits musicaux. Oui, il aurait fallu que... Bon, on va voir ça pour le passage... sur la chaîne YouTube. Hein. Voilà. Mais donc, c'était des chansons un peu du monde entier, des chansons ou des poèmes de lutte, de résistance, de vie. Ou de chansons populaires. Oui. En fait, ça allait bien au-delà du langage. Le langage n'avait pas grande importance. Quand on chantait au Japon, quand on chantait, évidemment qu'on ne chantait pas en japonais, on ne chantait pas... Oui. Voilà. Mais comment dire, ça passait. Ouais. Ça passait. Et moi, je me rappelle parce que je récitais beaucoup de textes, tu vois, genre par exemple, après qui étaient traduits dans la langue. Et je commençais souvent par ce texte de Nazım Hikmet, ce merveilleux poète turc. Alors, Nazım Hikmet, poète turc, grand poète turc, communiste, et le géant blond, comme on l'appelait. Qui a passé pas mal de temps en prison, etc. Et alors, poète aussi, homme de théâtre aussi. Et d'ailleurs, il y a juste, pendant que j'y suis, un roman que je vous conseille de lui, de nouvelle, c'est Les Romantiques. Les Romantiques sur ce qu'était la vie militante pour des militants communistes en Turquie dans l'entre-deux-guerres. Un merveilleux, extraordinaire livre, Les Romantiques. Un merveilleux poète. Oui. Et donc je récitais mes frères, il faut pouvoir atteler nos poèmes à la charrue du bœuf maigre. Il faut qu'ils s'enfoncent jusqu'aux genoux dans la vase des rizières. Il faut qu'ils posent toutes les questions. Il faut qu'ils moissonnent toutes les lumières. Il faut que nos poèmes, tels des bandes kilométriques, jalonnent les routes. Il faut qu'ils soient le signal avant-coureur de l'approche de l'adversaire. Et tant que sur la terre, un seul pays ou même un seul homme est esclave, et tant qu'il reste au ciel ne serait-ce qu'un seul nuage atomique, il faut que nos poèmes donnent tout leur bien corps et âme à la grande liberté. Wow, tu vois, c'est voilà. Donc on récitait ces textes-là, tu vois, on récitait du Neruda, tu vois ce que je veux dire, et tout ça passait. Alors souvent, en dehors du fait qu'on chantait souvent dans des salles, mais même si on chantait dans les salles, on descendait notre orgue et on allait dans la rue. D'accord. Voilà, comme ça, à l'improviste. Et là, c'était, chanter dans les rues de Bamako, dans les rues de Calcutta, dans les rues... Et vous en viviez à Paris ? Ah oui, on en vivait très bien. Merveilleux. Nous étions très heureux, on était très bien payés. Non. Il y en a qui peuvent se plaindre. Effectivement, nous, on n'a pas le droit de faire ça parce que... C'était un moment en même temps où cette culture populaire avait une importance pour les gens et les gens pouvaient donner facilement pour... Non, mais on était payé souvent de toute façon par les alliances françaises, tout ça. C'est ça. Alors en plus quand vous étiez... Oui, bien sûr. Donc, et puis alors nos manches étaient somptueuses. Hein. Les manches qu'on faisait, elles étaient somptueuses. Hein. On avait en plus des mancheurs qui venaient avec nous, genre Moustaki, qui venait nous voir, qu'on connaissait bien, qui nous faisait la manche, des trucs comme ça. Georges Moustaki, pour ceux qui connaissent le grand chanteur. Et nous, on avait pris de haute lutte, parce qu'il fallait le faire. Périmètre de rue. On n'avait aucune autorisation, oui, bien sûr. Comme notre père. D'accord. On était dans la suite de notre père, quoi, tu vois. Et sur le pont Saint-Louis. En plus, entre l'île Saint-Louis et l'île de la Cité, tu vois. Ah oui, d'accord. Fallait oser le faire, quoi. Et vous aviez une clientèle qui venait régulièrement Alors, au fur et à mesure, petit à petit, tout ça est venu. Puis après, on avait ce qu'on appelle le cercle magique. Et là, on faisait des spectacles qui duraient parfois 4-5 heures d'affilée. Et à un moment donné, on pliait, on chantait plus. Et on ne faisait que réciter, tu vois, des tas de poèmes. Et le nombre de petites gens, comme ça, parce qu'il y avait tout un mélange social qui venait nous voir, et le nombre de petits gens comme ça qui venaient nous voir en disant « Oh là là, mais j'aurais jamais cru que j'aurais pu écouter de la poésie, quoi !» Oui, on récitait du Baudelaire, du Desnos, du Boris Vian, tout ça. Mais oui, tu vois. Et alors, les gens nous disaient « Mais, oh là là, mais je croyais que c'était... » Ben oui, parce que... Chez les petites gens,
la poésie, la grande musique, c'est réservé à l'élite dans leur tête, tu vois ce que je veux dire. Et nous, on ramenait la poésie à ras du pavé, à l'horizontale, quoi, tu vois. Alors, de temps en temps, je fais des interviews. Alors, donc, on me demande, j'ai le grand honneur aujourd'hui de recevoir Amara, qui est militant, donc un des fondateurs, enfin le fondateur de Droit Devant, de Droit au logement, qui est un des cofondateurs de Mission Civile pour la protection du peuple palestinien, et avec qui on revient sur son itinéraire de vie, son itinéraire de militant. Voilà, donc Amara, et voilà. Et merci d'être devant nous, chers amis. Donc, nous reprenons. Alors, ensuite... on va passer aux années 80 un petit peu pour avancer, parce que tu as une vie militante si riche. Les années 80, où là, tu vas t'engager peut-être davantage au plan politique classique, au plan militant classique. Oui, tout à fait. En fait, les deux se sont chevauchés. L'artistique, on va dire le culturel, et le début de la lutte. En fait, on chantait un 1er mai 1990 sur le pont Saint-Louis, donc, avec mon frangin. Il y a quelqu'un qui vient nous voir. On avait déjà fait plusieurs spectacles gratos pour des tas d'associations, genre le MRAP, enfin tout ça, quoi. Voilà. On connaissait, tu vois, ça on le faisait souvent. Mais lui, il vient nous voir et il nous dit, vous savez, place de la Réunion, dans le 20e arrondissement. Ah oui, j'habitais par là-bas, moi. Il y a des familles qui ont été expulsées de 2 immeubles et qui se sont regroupés dans le square de la place de la Réunion dans le 20e arrondissement. Est-ce que vous pourriez venir pour en tant qu'artiste apporter une solidarité. Voilà. Alors nous, on y est allés, on a fait des manches, on reversait tout l'argent au comité de soutien. Mais un jour, moi, ça me suffisait pas vraiment, quoi. Parce que la fois où j'étais arrivé, où j'ai découvert ce campement, mais attends, c'était combien 36 ans après le 1er janvier 54, le campement de l'Abbé Pierre. Je revois ces tentes, je me dis merde, un flashback. Quoi. Voilà, c'est ça. Flashback, hein, je reviens en arrière. Tout à fait. Waouh. La seule différence, et notoire, hein, c'est que en 54, c'était les familles françaises qui étaient vraiment dans la dèche. Et là, 95% de familles immigrées qui avaient été sorties de leur logement. Mais excuse-moi, je fais une incise. C'est que tu as tout à fait raison. C'est à ce moment-là, et je m'en souviens très bien, et je crois me souvenir de ce genre de campement, mais c'est à ce moment-là, au tournant des années 90, que le monde a basculé, en quelque sorte. Mmh. C'est là qu'on s'est mis... Alors, déjà, quelques années auparavant, on parlait des nouveaux pauvres. Alors, tout est des nouveaux, hein, les nouveaux riches, les nouveaux pauvres, comme si... Hein, et effectivement, c'est la première fois, je m'en souviens, qu'on a commencé à voir des gens qui vivaient dans la rue. Absolument. Mais littéralement. Ce qui était quand même très rare dans les années 70, de voir des gens... Aujourd'hui, on voit des familles entières vivre dans la rue. Et ça s'y installe pas. Complètement. Mais c'est vraiment vers cette période qu'on a vu des gens vivre dans la rue et finalement, les gens s'habituaient. Hein, c'est le grand tournant néolibéral, en fait, des années 80, qui date des années Mitterrand. Hein. C'est important de le dire. Donc, rien d'étonnant, des gens expulsés, restructuration dans Paris, donc voilà. Ah oui. Et c'est pas pour rien que le DAL, le droit au logement, l'association, s'est créée justement Alors, tu as participé à cette en 1990. Donc, une fois j'arrive sur le campement, parce que on faisait des tas de spectacles, donc tu vois, je venais. Et puis, un jour, j'arrive et la table d'accueil qui était devant le square pour informer les gens était libre. Moi, je m'y installe. Du coup, il y a plein de gens, des gens qui arrivent, qui me posent des questions. Et moi, je ne savais pas y répondre vraiment. Donc, j'allais voir les familles et je rapportais les informations, tu vois. Et donc, petit à petit, j'ai mis le petit doigt. J'ai mis la main, le bras, le bras, et puis en fait, petit à petit, je suis voilà. Donc j'ai participé à toutes les actions, etc. Et un jour, là, c'était le comité des mal logés à l'époque, je m'en souviens très bien du comité. Voilà. Il y avait aussi à Barbès aussi. Absolument. Parce qu'auparavant, dans les années 80, nous-mêmes, nous avions participé à pas mal d'opérations comme ça. Absolument. Et donc, un jour, on était parti en tournée assez longuement avec mon frangin. Je reviens. Les familles n'étaient plus là. Le combat avait été gagné totalement, relogé comme il fallait. Enfin, c'était une victoire. Ah oui, d'accord. Très belle victoire.
Et donc, ça me faisait un drôle d'effet de voir ce square vide, parce que j'avais vécu tellement de moments fabuleux avec tous ces cris d'enfants, tu vois, ces rumeurs. En plus, tu sais, quand l'Afrique se met à bouger, c'est merveilleux, parce que il y a du bruit, il y a de la rumeur, il y a de la résonance. Ouais. Et donc, j'arrive, bon, le square était vide, bon, un petit peu nostalgique, hein, mais en même temps, combien heureux que ce combat ait été gagné, quoi, tu vois. Et puis en descendant la rue, je tombe sur 3 personnes. Hein. Jean-Baptiste Hérault, Philippe et Jean, qui était aussi impliqué dans cette lutte. Et ils me disent, enfin Jean-Baptiste notamment, me dit, bon bah voilà, on va monter une association, créer une association qui s'appelle Droit au logement, le DAL. Et j'ai dit, ben écoute, j'en suis. Et voilà comment, alors le militantisme, l'engagement au long cours a commencé vraiment là. D'accord. Voilà. Et il n'a pas cessé depuis, quoi, tu vois. Alors explique un petit peu le droit au logement. Alors le droit au logement, ma foi, alors juste pour préciser, quelqu'un parlait de Nanterre. Non, à l'époque, il n'y a plus les bidonvilles de Nanterre. Non. Les bidonvilles, c'est les années 70. Ils sont démantelés au début des années 70, vers 70, 71, 72. Hein, et après 68. Donc là, c'est autre chose. C'est cette espèce de grande précarité qui va naître avec le tournant néolibéral de la France, amorcé sous Mitterrand. Hein, on va vraiment avoir toute une restructuration, comment une spéculation immobilière bien plus considérable qu'auparavant, et de nombreuses familles jetées à la rue, et principalement des familles immigrées. Oui. Absolument. Alors donc, oui, alors c'était vraiment à 90, sinon 95% des familles immigrées, mais qui avaient de quoi payer. Oui, c'est ça. Leur loyer, mais qui vivaient dans des trous à rats, dans des conditions absolument indécentes. Tu vois, c'était du racisme à l'état pur, hein, la discrimination à l'état pur, quoi. Tu vois. Donc, on a monté notre permanence du DAL, la première, rue Keller, dans le 5e arrondissement, dans un hôtel meublé qui était menacé d'expulsion avec des familles africaines qui étaient là. Et c'est là qu'on a installé notre première permanence. Et là, alors là, ça n'a pas arrêté. Alors ça consistait en quoi exactement ? Les permanences, on remplissait simplement une fiche pour voir les conditions de logement des personnes, etc. On identifiait chaque personne, quoi, tu vois. Et alors, à partir d'un certain moment, pour nous, on ne pouvait pas faire du cas par cas. On ne pouvait pas faire du 1 par 1, bien sûr. Puisque toutes ces familles avaient tout essayé, elles avaient été lessivées, elles avaient tapé à toutes les portes. Si elles arrivaient au DAL, c'est parce qu'elles avaient fait toutes les portes qui s'étaient refermées devant elles, quoi, tu vois. Ça. Donc, nous, on était le dernier réceptacle, si tu veux, de ceux qui avaient tout essayé et qui n'avaient pas réussi. Quoi, alors, je précise, DAL, c'est droit au logement. Droit au logement. Tout à fait. Et là, on a commencé à se dire, bon, ben voilà, il faut passer à l'action. L'action collective. Hein. Notre premier gros coup, notre première grosse action, c'est en juillet 1991, 1 an après la création du DAL, on occupe le terrain qui était réservé à la grande bibliothèque aujourd'hui. Ah oui, d'accord, là-bas. Et oui. À l'époque, évidemment, rien n'était construit. Pourquoi on a occupé ce terrain ? Parce que le projet de grande bibliothèque, c'était un projet de Mitterrand, président de la République, et le terrain appartenait à la ville de Paris. D'accord. Donc on les mettait tous les deux dans le même sac. Bah oui. Et là, on a monté un campement. Alors là, avec des tentes de partout, Ah oui. On a terminé 4 mois après par une victoire, parce que toutes les familles ont été relogées. Il y avait 890 personnes sur... 890 sur les femmes, les enfants, les hommes, tout ça. Et c'est là d'ailleurs qu'il y a eu la première fois où les femmes africaines, qui en avaient marre d'avoir les maris qui décidaient pour elles, ont monté leur propre comité de femmes et tout. Non, mais on a passé des moments absolument magnifiques, quoi. Tu vois, surtout que le combat a duré 4 mois dans la poussière, dans la chaleur. Oui, bah oui. Oui, mais la résistance de ces familles... C'est là qu'on a commencé à entendre parler du DAL, d'ailleurs. Pour nous militants. Bah oui, le courage de ces familles, mais c'était un truc incroyable, tu vois. Et puis, bon, bah voilà, après les actions se sont multipliées. 92, on était pourchassés avec 23 familles. On a été obligés de se réfugier dans une église parce qu'on était pourchassés de partout. Et là, il y a eu la marche des églises.
Oui. Bah oui, on Jusqu'à a fait la Saint-Bernard, part des en fait. églises. Bah oui. Voilà, chaque église où il y a eu 4-5 jours, il y a eu les protestants également, et c'était merveilleux en même temps. Vous alliez d'église en église, comme ça. Oui, d'église en église, oui, oui. Oui, parce qu'à l'époque, l'évêque, l'archevêque de Malmane, que j'avais connu auparavant, avait dit, bon, à ce moment-là, l'église à l'époque était assez présentable, tu vois. Et c'est à ce moment-là que tu vas connaître Monseigneur Gaillot, peut-être, non? Gaillot, C'est je plus tard. l'avais déjà connu Oui, avant. d'accord. Avant, il était venu, c'était déjà au quai de la gare. Il était évêque d'Évreux à l'époque. Il était évêque d'Évreux, oui, c'est ça. Alors, je rappelle que, paix à son âme, mais Monseigneur Gaillot, que nous connaîtrons d'ailleurs, nous serons ensemble en Palestine, lors de la première mission civile, avec Amara et Gaillot, qui était vraiment assez particulier. C'était un curé de choc, de combat, de militant extraordinaire. Monseigneur Gaillot. Absolument. Et donc, voilà, donc on a fait cette marche. Nouvelle victoire, toutes les familles relogées. Alors j'ai des petites anecdotes comme ça, parce que quand même, dans une église avec des familles à 90% musulmanes, et qui faisaient une preuve de cuménisme merveilleux en faisant la prière devant le Christ en croix. Ah oui, d'accord. Non, mais il y avait eu des moments comme ça qui étaient assez somptueux. Mais en même temps, tout se passait bien, quoi, tu vois. Il n'y avait aucun problème. Mais bon, évidemment, c'était pas n'importe quelle église qui nous recevait. C'était pas l'Opus Dei, c'était pas les fachos. Bien sûr, ça, de Saint-Nicolas du Chardonnay. Exactement. Bon, après 93, c'est l'occupation de la maison maternelle René Coty, avenue René Coty, qui était vide depuis des années. Et là, on a tenu pendant plusieurs mois avec le relogement. Donc le but de l'action, ça consiste à occuper un endroit. Absolument. Et à partir de son droit, d'interpeller les autorités. Un rapport de force. Créer un rapport de force médiatique, parce qu'à l'époque, il y avait quand même un certain nombre de médias sympathiques, il y avait quand même une vraie gauche, une gauche extra-parlementaire, on va dire, tout à fait ouverte. Absolument. Absolument, il n'y a rien à voir. Et à partir de cet endroit qu'on occupe, donc c'est interpeller les autorités, le gouvernement. Faire pression pour obtenir un relogement. Absolument. Un relogement digne, parce qu'encore une fois, il y a relogement et relogement. Oui, et surtout, notre première revendication, c'était application de la loi de réquisition des immeubles vides, et Dieu sait qu'il y en a sur Paris. Aujourd'hui, à Paris, il y a 138 000 logements vides, tu vois. Bon. Et la loi de réquisition, elle existait, on l'a sortie, on l'a trouvée. Elle était d'octobre 1945, ordonnance signée par le général de Gaulle. Tout à fait. C'est une ordonnance, qui est à la Libération, où il y a énormément de logements qui ont été détruits, d'immeubles, etc. Donc il s'agit absolument de reloger tout le monde. Déjà à l'époque, il y avait de la spéculation, sous l'occupation sans doute. Et donc c'est très intéressant ce parallèle avec... Absolument. Et alors nous, on disait, mais attendez, c'est signé par de Gaulle, il faut la respecter cette loi quand même. Nous, on est là pour appliquer l'ordonnance d'un général qui s'appelle le général de Gaulle. Donc on est tout à fait légitime. Et ça les emmerdait profondément. Et d'ailleurs, elle est toujours valide, cette ordonnance. Toujours. Les associations demandent l'application de... Et alors arrive 95, je saute quand même, parce que sinon on va pas en finir, mais 95, alors là par contre, 94, je veux dire fin 94, là c'est majeur, c'est vraiment un épicentre de la lutte pour l'égalité des droits, parce que, oui. Et il y aura les grandes grèves justement qui vont coïncider après. Oui, mais alors, justement, alors, 18 décembre 1994, il m'a fallu 3 mois pour monter l'opération. Je dis moi parce que c'était moi qui montais toutes les opérations d'occupation du DAL. Puis après, je montais mon équipe. Donc, il nous a fallu 3 mois pour monter l'opération. Un squat de 12 000 mètres carrés en plein cœur de Saint-Germain-des-Prés, rue du Dragon. Le fameux. Oui. Alors, figure-toi que ça, j'avais eu l'info par ma compagne de l'époque qui travaillait à côté dans une bijouterie, qui m'avait dit, mais tu sais, il y a un truc qui est vide depuis longtemps. Alors moi, j'étais allé voir, et effectivement, il y avait une école, une ancienne école, le Cours Désir, qui était vide depuis plus de 3 ans, et il y avait un immeuble de logement qui était séparé par un mur. Eh bien, figure-toi que le 18 décembre 1994,
un millier de chevelus, de familles à la rue, un mélange et tout. On occupe ce lieu. On déferlait sur la rue du On Dragon. déferlait avec 7 lieux différents qui étaient partis dans Paris et qui ont convergé. Il a fallu faire un truc. En plus, les portables n'existaient pas à l'époque. Fallait le faire. Coordination. Ah ouais. Et donc, converger en 10 minutes devant l'immeuble de la rue du Dragon, avec 2 camarades qui étaient à l'intérieur, et tout ça avait été prévu, qui nous ouvrent les grandes portes, et tout le monde rentre. Alors c'était quoi auparavant la rue du Dragon comme C'était un immeuble qui appartenait. Alors pourquoi on était légitime aussi bien l'école que l'immeuble d'appartement appartenaient à la Cogedim, le plus gros marchand de biens de France. Ça. Parce que nous, on squattait que les gros. Oui, bien sûr. Uniquement. Oui, bien sûr. Compagnie d'assurance. Il ne s'agissait pas d'aller squatter l'appartement de quelqu'un qui l'avait. Non, bien sûr. Absolument. C'était pour mettre en évidence. C'est absolument cette injustice incroyable. Absolument. Où des milliers d'appartements sont vides dans le but d'une spéculation, en fait. Absolument, complètement. Ouais. Et surtout la Cogedim, tu penses bien. Oui. Voilà. Oui. Donc on occupe ce lieu, et comme il y avait le cours Désir qui s'appelait le cours Désir, donc la première chose qu'on a fait, c'est d'abattre le mur. Et là, on a créé Droit Devant. Droit Devant, c'est créé à ce moment-là, droit avec un S, devant, avec nos 4 coprésidents, le professeur Albert Jacquard, le professeur Léon Schwarzenberg, Paix à leur âme. Jacques, tous. Oui. Tous. Monseigneur Jacques Gaillot. Et Jacques Higelin, voilà. Donc on avait un quatuor. Alors on revient un petit peu là-dessus parce que c'est très très important. Ce sont 4 grands personnages, ça. Malheureusement aujourd'hui, ça manque terriblement. On n'a plus aujourd'hui ces intellectuels qui s'engagent, etc. Alors regardez, homme d'église, Jacques Gaillot, éminent, je crois, biologiste, en tout cas généticien. Albert Jacquard, parce qu'Albert Jacquard, il est à l'origine d'un petit bouquin sur les races n'existent pas, qui est absolument formidable, où il démontre complètement les théories raciales. Jacques Higelin, le grand chanteur extraordinaire, Jacques Higelin, et puis Schwarzenberg, le professeur Schwarzenberg, cancérologue, absolument cancérologue. Donc on avait vraiment ce genre de personnage à l'époque qui nous manque tellement aujourd'hui. Absolument. On n'a plus. Il y a un vide aujourd'hui qui est terrible, incroyable, abyssal. Plus personne n'ose. Parce que maintenant, qu'est-ce que t'entends, les Henri Lévy, les Onfray, toute la salle clique. C'est ça. C'est incroyable, c'est horrible. Mais là, alors donc, comme parrain alors, Droit Devant, c'est quoi? Alors, Droit Devant, c'est, comme le dit son nom, c'est Albert Jacquard qui a trouvé le nom. Il a dit droit devant, mais on ne peut pas dire droit devant, c'est droit dans le mur, enfin, ça veut rien dire, quoi. Par contre, si on met un S à droit, ça veut tout dire. Les droits devant. Ah, d'accord, Albert, tu as raison. Donc, comme son nom l'indique, on s'est fondé sur la lutte pour l'égalité des droits, d'accord? Droit au logement, droit au papier, droit à la citoyenneté, etc. Et c'est ce qui fait que ça nous a amené à élargir considérablement les luttes qu'on avait menées avec le DAL, qui étaient spécifiques sur le logement, et à passer à d'autres luttes. D'accord ? Et surtout, on a créé notre université populaire. On l'a créée rue du Dragon. Parce que quand on a ouvert le cours Désir, l'école, l'ancienne école, on avait tous les locaux à disposition. Donc on a installé 52 ateliers. Et qui est-ce qui fréquentait la rue du Dragon ? René Bourdieu, sociologue, Cornelius Castoriadis, philosophe, des artistes de cinéma, tout le monde y passait là-dedans. C'était un truc de ouf. On voyait avec les Rita Mitsuko qui venaient faire des concerts ici, avec le Père Higelin, avec, comment il s'appelle, de téléphone, c'est pas moi qui... Aubert, Jean-Louis Aubert. Mais ils venaient tous. C'était une merveille. C'était une ruche, c'était un creuset. Et de là, elles sont parties plusieurs luttes. Donc, on avait des délégations qui venaient nous voir parce que ça avait fait le tour du monde, cette occupation. C'était gonflé. Tu te rends compte ? C'était énorme, la rue du Dragon. Dans Saint-Germain-des-Prés, en plus. Nous, on n'allait pas dans les quartiers de l'Est parisien. On disait non, les bourgeois, il faut qu'ils aient la misère sous leurs fenêtres et qu'ils sachent ce que ça veut dire, tu vois, et pas derrière un écran de télévision, tu vois. Et donc là, ça a marché, mais c'était au-delà de tout, quoi, tu vois. Des milliers de personnes qui passaient, tu vois. Donc, ce combat était merveilleux. Et là, on a précédé le mouvement comme on a l'habitude de le faire,
Parce que les familles qui habitaient dans cet immeuble-là, elles avaient des sans-papiers qui venaient les voir. Hein. Et moi, je me suis dit, mais attends, on s'est dit, mais attends, il y a beaucoup de sans-papiers dans ce pays-là quand même. Il faudrait peut-être voir un petit peu avoir... Bon, donc, on va y revenir, hein, mais ça a été le moment où on a compris que c'était évident qu'il y aurait un moment une lutte de sans-papiers. On l'avait compris, ça, tu vois, voilà. Alors pour terminer... Alors ça a duré combien de temps, la rue du Dragon? Oui, alors justement, on est rentré le 18 décembre 1994, on est ressorti le 31 janvier 1996. D'accord. 14 mois d'occupation, avec une victoire absolue, pareil, absolue, toutes les familles relogées, et droit devant, nous, on a eu un trésor de guerre qu'on a capturé à la Cogedim. Ah oui, on leur a dit... D'accord, les familles sont relogées, mais nous, droit devant, il faut aussi qu'on se reloge. Hein. Et donc, avec Schwarzenberg, Léon, on y allait, on a négocié, et on a eu un petit trésor de guerre qui nous a permis de vivre pendant un bon bout de temps au niveau de l'association, quoi, tu vois. Ah oui. Bah oui, c'était des victoires totales. Alors, tu sais, une petite anecdote, j'aime bien ces anecdotes parce que elles retracent aussi, tu vois. Le dernier jour de l'occupation, 31 janvier 1996, symboliquement, on repasse les clés de la rue du Dragon, puisque tout le monde avait été relogé, à la Cogedim, qui arrive avec ses attachés-caisses, les 3 mecs comme ça, tu vois. Et moi, c'était moi qui restais le dernier. Je file les clés. La grande porte de la rue du Dragon s'ouvre, et alors là, qu'est-ce que je vois entrer une camionnette avec 6 peintres à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, ces peintres? La première chose qu'ils ont faite, c'est d'effacer la mémoire du dragon. Parce que les enfants du dragon, il y en avait des dizaines, avaient fait des fresques sur tous les murs de l'école, de l'ancienne école, tu vois. Et là, les mecs, ils y sont allés à coups de rouleau, tu vois. Surtout, rien n'existait, le dragon n'a pas existé. Oui. Bah oui, tu vois ce que je veux dire. Il fallait effacer la mémoire, quoi. Et là, tu vois où se situe la mentalité de tout ce monde capitaliste, de ce monde... Enfin, tu vois ce que je veux dire, ouais, voilà. Et les gens ont été relogés dans des logements de la Cogedim, oui. non? De la Cogedim? Oui, d'accord, ok. En plus, avec un, comment dire, des loyers concordants à leur revenus. Ah oui. Ah oui, mais attends. C'était une vraie victoire, alors. Pareil, une petite anecdote, je la cite parce qu'elle retrace tout. Elle retrace tout. C'est quoi la mentalité du pauvre? Celui qui subit depuis des années et qui s'imagine que plus jamais il ne pourra accéder à autre chose que sa pauvreté, que sa misère. J'accompagne une famille parce qu'on avait... j'étais bien relogé. Et il y avait un immeuble qui était réservé à des cadres qui était vide. Et donc, on l'avait récupéré justement pour y loger une partie des familles de la rue du Dragon. J'accompagne une famille, Madame Keta, je m'en souviens encore, famille malienne, avec son bébé dans le dos, avec les 5 petits loupiaux qui étaient derrière elle. Et on arrive devant son appartement, 120 mètres carrés, parquet Versailles. Extraordinaire. Des glaces partout. Oh. Alors, la double porte, Madame Keta était derrière moi, et j'ouvre la double porte. Je dis, Madame Keta, voilà. C'est chez vous. Tu sais ce qu'elle a fait? Non. Elle s'est enfuie. C'est vrai? Ben oui. Bah oui, c'était trop. Mais oui, c'était trop. Je l'ai rattrapé dans l'escalier. Je lui ai dit, mais non, Madame Keta, c'est pour vous, les enfants, pour votre mari, pour vous. Et avec un loyer acceptable. Ah oui, complètement. Oui, d'accord. Complètement. On arrivait à des loyers... Ah oui, non, mais attends, victoire absolue. Comme totale. Quoi, on ne le dira jamais assez, les amis, la lutte paye. Bah oui. La lutte paye. Ah ouais, non, là, effectivement. Mais... Tu vois, le pauvre, hein, il s'imagine pas qu'il puisse sortir de son ornière de ça. Tu vois ce que je veux dire? Et quand... alors là, évidemment, c'était tellement démesuré, parce que la famille Keta, qu'on avait connue avant, ils vivaient dans un hôtel meublé, dans un trou à rats, un enfant atteint du saturnisme, la maladie par le plomb, un autre enfant... Il gratte les murs. Voilà, mordu par les rats, enfin, tu vois, et là, ça a été pour eux... Enfin, voilà. Non, mais c'est simplement pour dire qu'au niveau humain... Ces luttes-là, c'est quelque chose de fondamental, quoi, parce que toutes ces personnes, après j'arrive à la lutte des sans-papiers qui commence quelques mois après, toutes ces personnes, quand elles arrivent dans nos associations, que ce soit DAL ou Droit Devant, etc., ils arrivent avec le « je », moi, mon dossier, ma misère. Oui.
Et alors, le boulot, c'est de dire, attends, comment on va passer du jeu au nous, tu vois? Et c'est ce passage-là au niveau humain, où alors là, tu as tout un mélange, tu vois, parce que t'as des musulmans, tu as des cathos, tu as des blagues, tu as des rebeux, tout ça se mélange. Et fait comment, à partir de détresse individuelle qui s'additionnent, tu construis une force collective. Hein. Tout le travail, il est là, en définitive. Et ça marche. Hein. Et ça marche. Tu t'aperçois que ceux même qui étaient arrivés dans la mouise la plus complète, tu vois, en trouvant autour d'eux d'autres qui vivaient la même... ah, bah oui, salut mon frère, salut ma sœur, on va combattre ensemble, on va combattre ensemble, et on va gagner ensemble. Et ils gagnent, tu vois. Voilà. Donc, on avait prévu cette lutte des sans-papiers, tu vois. Et quand la lutte des sans-papiers a commencé, c'était le 18 mars 96. Juste après, 2 mois après, même pas 2 mois après, la rue du Dragon, quoi, tu vois. Mais nous, on avait compris qu'il allait y avoir une lutte, tu vois. Et au Dragon, on avait réuni des camarades, des gens sans papier, justement, avec des associations qui déjà, le Gistif, des associations de lutte, qui connaissaient un peu le droit des étrangers. Nous, on ne connaissait pas. Hein. Et donc, le 10 mars 96, début de la lutte des sans-papiers, et droit devant arrive le premier jour. Alors, vous constituez donc un comité. Oui. Comité des sans-papiers. C'est ça. Alors, nous, attention, le 10 mars 96, c'est pas nous qui montons l'action. Hein. C'est des sans-papiers qui viennent tous des foyers de Montreuil et qui occupent l'église Saint-Ambroise dans le 11e arrondissement. Et pourquoi Saint-Ambroise ? Parce que c'est sur la ligne 9. Ah oui, d'accord. Quand tu parles de mairie de Montreuil, Saint-Ambroise, c'est la ligne 9. Et quand tu sors du métro, tu as l'église juste en face de toi. Donc, ils ne sont pas emmerdés, hein, ils y sont allés. Hein. Mais ce n'était pas nous. Eux, ils ont monté... C'était leur choix. Oui, parce qu'il y avait les mecs de SOS Racisme... qui ne sont pas mes amis notoires, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Ils ne sont pas les nôtres. Ah ouais, alors ceux-là, je ne veux pas en entendre parler. Bon, mais évidemment, comme d'habitude, ils ne faisaient pas le boulot. Ils avaient les dossiers de ces camarades, mais ils ne s'en occupaient pas. Et donc, les sans-papiers de Montreuil ont dit, bon, allez hop, on y va. Et nous, on est intervenus en premier. Parce qu'on avait déjà prévu le coup, on avait monté un collectif de camarades qui étaient déjà au courant des différentes juridictions des sans-papiers, tribunaux administratifs, etc., et qui avaient commencé à bosser sur le pourquoi et comment on devient sans-papier, les rapports Nord-Sud, etc., etc. Donc, on était là le premier jour, 18 mars 96, tu vois. Et d'accord. C'est là que ça a commencé. Et donc, ça va commencer par cette église Saint-Ambroise. Exactement. Par l'occupation de l'église. Alors, évidemment, cette occupation se fait aussi avec, je suppose, la bienveillance... Ah, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Même pas du curé local. On est tombé sur un dénommé Caveau, il s'appelle en plus Caveau, le curé, d'accord. Caveau, tu vois Oui. un peu, qui était de l'Opus Dei, c'est-à-dire Vraiment de l'Opus Dei. L'Opus Dei, organisation d'extrême droite liée à l'église. Hein. Absolument, fasciste. Ultra facho, voilà. Ouais. Ah oui, on n'avait pas... Alors là, ils n'avaient pas choisi Oui, d'accord. le meilleur endroit. Alors, ils occupent l'église, ils s'installent. Et au bout de 4 jours, on est viré par les flics, hein. C'est ça. Au petit matin, le à curé 6 heures. requiert la force publique. Comme Et on se retrouve avec 300 personnes, femmes, hommes, enfants, dans la rue. Ah oui. Et il fallait trouver absolument un truc à faire, quoi. On ne savait plus où aller. Donc, alors, première nuit... C'était des sans-logis et des sans-papiers en même temps, non? Sans-papiers uniquement. C'était uniquement oui. Non, mais la majorité venait des foyers. Ah oui, d'accord, ok. De Montreuil. Des foyers de migrants. D'accord. Donc, à la limite, ils avaient de quoi... Non, c'était un problème de Alors là, papier. c'était les papiers, vraiment. C'était les sans-papiers, vraiment les sans-papiers. Le début de la lutte des sans-papiers, qui 30 ans après est encore d'actualité, bien entendu, quoi, tu vois. Et donc, on se fait virer 4 jours après. Alors... On va à Droit-Devant, on avait des locaux à l'époque, là, à Droit-Devant dans le 18e, les 300 personnes, voilà. Le lendemain, on va à la librairie La Brèche, qui était une librairie d'un parti politique, qui était... UNPA, du côté de Nation, enfin... Qui était la LCR à l'époque, Ligue communiste. Après, on va à Sud, qui est un syndicat, Sud PTT, rue de la Mare. Qui s'était constitué. Voilà, mais oui, mais pendant 2 jours, mais après, on va où ? Bah oui.
Et il y avait 300 personnes, tu dis? Ouais. Oui. Et c'est... Vous avez une responsabilité. Ah ouais, c'est Léon. Et c'est Léon qui a sorti Alors, le truc. Léon Schwarzenberg, qui connaissait personnellement Ariane Mnouchkine du Théâtre du Soleil, dans ce grand endroit qui s'appelle la Cartoucherie, avec 5 théâtres. Il l'appelle, il dit Ariane, on ne sait plus où aller. Elle nous dit venez. Je suis allé avec Léon voir Ariane. Elle a dit ok, vous venez demain, tout le monde rentre. Waouh! Ouais. Là, on a soufflé, hein, parce que. Donc, elle nous a ouvert, tous les théâtres ont participé et on est resté plus d'1 mois là-bas. Et après, on a occupé l'église Saint-Bernard. Alors là, on va en dire un mot, parce que c'est un grand moment de lutte. Un grand moment de lutte. Alors, ça se passe quand exactement, l'église Ça se passe en juin 1996. Oui. Et ça dure 2 mois. Et on est viré le 23 août à l'aube. C'est toujours à l'aube hein, qu'ils commettent les forfaits. Hein. Toujours, oui, hein. Bien sûr, à l'heure du laitier, comme on dit. Voilà, on est resté 2 mois. Alors là, par contre, avec l'accord du curé, le père Coindé, qui était un homme remarquable, quoi, tu vois. Alors Saint-Bernard qui se trouve dans le 18e arrondissement. Dans le 18e. Ouais. Et quand les flics... Alors là, c'est là où ils ont perdu. C'est là où ils ont perdu. Et c'est là où il a eu des sans-papiers à vraiment gagner en popularité. En popularité. C'est que ces flics sont arrivés au petit matin à l'aube du 23 août 96 avec des haches. Je me rappelle très bien. Et ils ont défoncé la porte de l'église. Alors, même des réactionnaires, tu vois, des mecs un peu réac, fracasser une porte d'église... choquant, oui. Ouais. Et c'est pour ça que ce gouvernement Juppé-Debré, à l'époque, ils ont paumé les élections. Oui, hein, ça a eu un grand retentissement, voilà. Cette lutte et l'occupation de Saint-Bernard. Ouais. La violence avec laquelle, effectivement, les... Énorme. Mais pendant qu'ils rentraient dans l'église, nouvelle anecdote, j'aime bien toutes ces petites anecdotes parce que c'est tellement humain tout ça. Il y avait un ami qui était... Oui, c'est la Goutte d'Or. C'est la Goutte d'Or, c'est Saint-Bernard. C'est juste sur la place, à côté de la rue Affre. Exactement. Et pendant l'invasion par les flics de l'église, il y a un ami qui était fin pianiste et qui jouait des toccatas de Jean-Sébastien Bach sur les grandes orgues pendant que les flics étaient en train de nous tabasser en bas. Enfin, tu vois, des anecdotes comme ça, ça fait partie aussi d'un parcours, quoi, tu vois. Voilà. Mais là, la lutte des sans-papiers, elle a pris une consistance avec une femme merveilleuse qui était vraiment Madigan Cissé, elle était sénégalaise. Oui, alors vraiment, on salue sa mémoire, oui, bien sûr. On salue sa mémoire. Elle nous a quittés. Elle était retournée ensuite au Sénégal. Absolument. Et elle nous a quittés. Donc paix à son âme. Hein. Alors, dis un petit mot peut-être sur Madigan Cissé. Une femme merveilleuse. Elle, en fait, parce qu'après la lutte des sans-papiers, elle a perdu en crédibilité. Parce qu'au début, Madigan Cissé, et nous aussi... Qui était une militante, une simple militante. Oui, militante, oui. Mais c'était régularisation globale de tous les sans-papiers, tu vois. Après, ils ont été malins, les socialistes, quand ils sont passés au pouvoir. Hein, parce qu'ils ont créé, en fait, la notion... Ceux qui veulent être régularisés, vous venez dans votre préfecture. Donc, on ne va pas cracher dans la soupe. On a eu 100 et quelques mille régularisations. D'accord. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que du coup, des collectifs se sont créés préfecture par préfecture, différentes, et qui a considérablement nui à l'option de la régulation globale de tous les sans-papiers, parce que chacun, à partir d'un certain moment, allait voir sa petite préfecture avec ses petits dossiers, etc. Tu vois, donc l'esprit... Ça a divisé, ça a divisé les troupes. Ça a émietté, et l'esprit de Madigan Cissé a été inversé, quoi, tu vois, et le mien aussi, hein, et beaucoup d'autres. Hein. Enfin, voilà. Bon, mais en tout cas, cette lutte des sans-papiers, elle a pris vraiment la consistance à partir de ce moment-là, et il y a eu énormément après d'occupation. Les 2 faits que je vais citer, parce que je ne peux pas tout citer, c'est trop long, mais 2 faits très très importants, vraiment. C'est en 97, on imagine le parrainage républicain des sans-papiers. En février 97, en s'inspirant de la Révolution française de 1793, où le maire d'une commune
un étranger pouvait intégrer tout à fait voilà, un étranger. et sortait avec ses parrains marraines et sortait avec son droit de citoyen français qui avait le droit donc de vivre en France et non pas ailleurs, donc faisant partie intégrante de la citoyenneté française. Alors nous, ça s'appelait le baptême républicain à l'époque, hein, en 93. Nous, on a dit baptême, non, ça fait trop connoté. On a dit parrainage républicain des sans-papiers. On a lancé ça. Et donc, il y a des... Alors, depuis, il y a eu des milliers de gens qui ont parrainé des sans-papiers dans des mairies, évidemment, amies, et on en avait un sacré paquet, et on remettait un petit certificat de parrainage aux sans-papiers qui avaient été parrainés, avec sa photo, son lieu là, la signature, le tampon de la mairie, la signature du maire, des parrains, marraines, etc. Et ce petit carnet, qui était évidemment totalement illégal, hein, oui, mais il a permis à des tas de sans-papiers de ne pas être embarqués par les flics, parce qu'ils présentaient... ah oui, ben d'accord. Ça faisait document officiel. Ouais, alors que, mais qui ont évité d'être expulsés, d'être arrêtés. Ah non, c'était une sacrée idée. Hein. Ah ouais, mais ça a marché et ça existe encore aujourd'hui. Hein. Ouais. Donc des dizaines de milliers de personnes ont découvert en définitive par ce biais la lutte, ce que c'était qu'un sans-papier, le pourquoi on vient du sud au nord, quelles sont les raisons qui font qu'on émigre par contrainte. Parce que l'immigration, c'est jamais par... on n'a pas envie de la faire... tu vois, c'est pas pour bouffer la choucroute de Colmar ou aller voir la Tour Eiffel. Hein. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Alors, je le rappelle, nous avons l'honneur de recevoir donc notre ami et camarade Amara, de Droit Devant, Droit au logement, et qui revient un peu sur son parcours de lutte, qui est aussi... qui coïncide évidemment avec des pages fondamentales de l'essor des luttes dans ce pays, hein, et de l'avancée des luttes dans ce pays. Tout à fait. Donc, nous en sommes après Saint-Bernard. Voilà. Et c'est vers ce moment-là qu'on s'est rencontrés. Oui, pour 96, hein. Oui, ça commence... Non, un peu plus tard, pour la Palestine. Oui, mais alors attends. Oui, mais t'as raison. Oui, mais attends, avant, il y a eu donc le parrainage républicain, donc, dont je viens de parler, qui a ouvert vraiment les yeux de milliers de citoyens découvrant un sans-papier. Ah oui, toi, tu viens d'où? Enfin, ça a eu un impact. Humainement, politiquement parlant, c'était hyper important. Et puis, pour terminer sur les sans-papiers, il y en a. Non, mais c'est important parce que cette lutte est toujours d'actualité. 2008, avril 2008. Non, pas 2008. Non, mais quand on arrive en 2008, au niveau sans-papiers, parce que ça a été aussi une date fondamentale, il y a les grèves des travailleurs sans-papiers. On lance la grève le 15 avril 2008. 43 entreprises dans Paris et autour de Paris où les sans-papiers font grève. Et alors là, ça a été un choc absolument énorme. Parce que ça a été la première grève des sans-papiers dans ce pays. Hein. Avril 2008, exactement. Et là, on avait gagné la bataille des mots. Parce qu'au début de la lutte des sans-papiers à Saint-Ambroise, la presse titrait 300 clandestins, etc. À Saint-Bernard, par contre, c'était le clandestin était passé à sans-papiers. Et ça, c'était une victoire au niveau des mots qui n'est pas n'importe laquelle. Tout à fait. Et là, en 2008, c'est passé de sans-papiers à travailleurs. Tu as tout à fait raison. Et donc, ces sans-papiers surexploités, esclavagisés, etc., dans une France, c'est pareil, hein, c'est du vrai colonialisme, on en reste encore là, quoi, tu vois. Voilà. Donc, quand il y a eu cette grève, ça a été pareil, ça a été un choc qui a permis la régularisation de plus de 120, 130 000 sans-papiers, parce qu'on a eu un moyen de pression qui a fait qu'il y a une circulaire qui est sortie pour régulariser une grande partie de ces travailleuses et ces travailleurs sans papier. Donc ça, c'est des dates qui sont importantes. Clés, vraiment. Hein. Et oui, tout à fait. Elles ouvrent des horizons qui étaient jusque-là bouclés. Et tu as raison, parce que justement, dans nos analyses politiques, on met le doigt sur un problème, une aporie, c'est qu'on dit sans-papiers, on oublie que ce sont d'abord des travailleurs qui ont un emploi, qui sont privés d'emploi, mais ce sont d'abord des travailleurs. Et c'est en tant que tel que la gauche aurait dû les considérer. Parce que la gauche aussi, la fausse gauche, elle-même aussi, elle a failli. Parce qu'à force de dire sans-papier, finalement, on a l'impression que c'est des gens, c'est des pièces rapportées. Exactement. Hein, alors que ce sont des travailleurs. Et si la gauche avait fait son boulot, en vérité, eh bien, des associations comme la vôtre n'auraient pas dû exister. C'est précisément parce que la gauche n'a pas fait son boulot. Bien sûr. La gauche aurait dû intégrer ces travailleurs
en tant que travailleur, en tant que prolétaire. C'est ce qui se passait un petit peu avant la Seconde Guerre mondiale et qui a failli, en fait. Donc, c'est important de le dire. Mais absolument, Voilà. tout à fait. Ce sont des travailleurs. Il y a 700 à 800 000 travailleurs sans papier en France. Si ces 700 à 800 000 sans papier font grève, ne serait-ce qu'une semaine, le bâtiment, la restauration, le nettoyage, livraison à domicile, aide à la personne, ménage, etc., c'est un plouf catastrophique. Sans parler des Uber maintenant. Sans parler, exactement. Non, mais je veux dire par là que l'exploitation, la surexploitation de ces travailleurs sans papier, moi j'appelle ça de l'esclavage, on appelle ça l'esclavagisme du 3e millénaire. On est en plein dedans. C'est encore un marché aux esclaves. Et tu sais ce que disait René Depestre par rapport à ces sans-papiers, qui est un grand poète haïtien. Il disait un truc formidable par rapport au colonialisme. Il disait « Quand la sueur de l'Indien se trouva brusquement tarie par le soleil, quand la fièvre de l'or draina au marché la dernière goutte de sang indien, de sorte qu'il ne resta plus un seul Indien aux alentours des mines d'or, on se tourna vers le fleuve musculaire de l'Afrique pour assurer la relève du désespoir. » Il a tout dit. Il a tout dit. Comment les colons ont-ils pu puiser dans cette chair humaine, même aujourd'hui en France, dans ce petit pays de France qui est devenu tout rikiki, et qui est pourtant le pays des droits de l'homme, de Voltaire, de Rousseau, etc., et qui s'est ravalé au rang d'un petit pays où le fascisme, petit à petit, est en train de pénétrer comme en peste brune. Enfin, tu vois, c'est voilà, quoi, c'est ça. Et effectivement, comme tu dis, après, il y a eu notre rencontre, mais je crois que c'était avant 2001 quand même qu'on s'est vu. Oui, non, c'était avant 2001. On était... En 98, nous avons fait la campagne pour le droit au retour des Palestiniens avec un festival du film palestinien au HAL, au Forum des images. Organisé par Samir Abdallah. C'était par Samir Abdallah qu'on s'est connus, qui est cinéaste. Voilà, c'est dans ces eaux-là qu'on s'est connus. Mais juste, on termine sur le sans-papier, après on reviendra sur la Palestine. Donc... Et après Saint-Bernard, donc droit devant. Ah bah là, oui, nous, on a continué le combat. Et puis on s'est dit, de toute façon, nous, comment dire, les droits devant, donc on élargit le combat. Donc c'est là où on a rencontré par exemple délégation de Santerre du Brésil, on a rencontré une délégation d'Indiens du Chiapas du commandant Marcos, etc. Donc on est allé... il y a une convergence extraordinaire. Oui, on est allé vraiment faire une sorte de convergence... pas mondial, exagérons pas, mais de plusieurs mouvements, de façon à pouvoir converger effectivement. Et c'est ce qui nous a amené au début de la lutte altermondialiste, cette lutte quand on est allé à Seattle aux États-Unis, contre l'Organisation mondiale du commerce, qui avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale sont les trois principaux destructeurs des droits des peuples. Absolument. Et donc là, on a compris aussi qu'il suffisait pas d'affronter la conséquence, mais de remonter à la cause. C'est ça qui manque. Pourquoi Boubacar, pourquoi Youssef, pourquoi Malika, pourquoi, etc., passent, et au péril de leur vie, parce qu'on en a un paquet qui arrive par la mer, tu vois, et qui n'arrive pas jusqu'au bout. Pourquoi prendre ce risque pour partir de chez soi, quitter sa culture, sa famille, ses enfants, souvent sa femme, son soleil, ses odeurs, ses rumeurs, pour arriver dans un pays inconnu et se faire surexploiter? Il y a toujours des raisons à ça. Parfois être tué même. Et parfois être tué. Donc, oui, comme Alassane Diarra, entre autres. Quoi. Oui. Donc, tu vois ce que je veux dire. Si on ne remonte pas à la cause, on ne peut pas comprendre. Tout à fait. C'est pour ça que, donc, personnellement, je suis allé au Mali, je suis allé au Sénégal, je suis allé à la rencontre de plein de mouvements, comme ça, paysans, tout ça. Pourquoi ? Eh bien, tu vois, quand tu prends, par exemple, l'usine Somadex de Bouygues, qui a exploité les mines d'or du Mali avec 500 travailleurs maliens et qui, au bout de 5 ans, les a licenciés alors qu'ils avaient un contrat de 10 ans et qui se retrouvent sur le tas. Bon, parmi ces 500 mineurs, il y en a plus de 200 qui ont émigré, qui sont partis par obligation. Alors, c'est très important ce que tu dis. On voit bien le lien et cette fameuse phrase « Nous sommes ici parce que vous étiez là-bas » et parce que vous y êtes encore, d'ailleurs. Exactement, exactement. Et voilà...
En fait, si tu veux, il y a tellement de manipulations médiatiques et de ces politiciens véreux de bas étage qui tendent à faire croire que l'immigré est en train de piquer les valeurs, le portefeuille de la France, alors qu'au contraire, il amène sa sueur, il amène sa force de travail, et que cette petite France qui aujourd'hui est en manque de naissance, au niveau démographique, et ben plus ça ira et plus il y aura obligation de régulariser tous ces centaines de milliers qui compensent s'ils n'étaient pas là. Mais je te dis, tout ce que j'ai dit, tout se casse la gueule, quoi, tu vois, alors que l'Espagne vient de régulariser 500 000 sans papier, tu vois. C'est ça. Oui, tu vois la différence. Voilà. Tous ces discours sont des discours absolument faux, mensongers. Et surtout, c'est ça, ne pas faire le lien entre la présence de ces travailleurs migrants, vraiment travailleurs migrants, et la destruction de leur pays, la destruction de leur pays par l'économie, par les guerres, exportées par les pays du Nord. Et le pillage. Le pillage. Le pillage en même temps, on le voit bien. Un peu. Actuellement, on voit bien actuellement. Moi, j'ai vu des terres du Mali, là, si tu veux, qui ont été pillées, qui ont été la désertification, tu vois. Enfin, c'est terrible. Donc, à un moment donné, la terre ne peut plus nourrir ses enfants, tu vois. Et on est obligé de partir. Mais pourquoi elle peut plus nourrir ses enfants? C'est pas eux. Bien sûr. Bah oui, bien sûr. Tu vois, quand tu as une multinationale de cette crapule, ce fasciste de Bolloré, tout ça, qui pille les forêts, tu vois, absolument. Et des exemples comme ça, j'en ai des dizaines et des dizaines qu'on connaît, tu vois. Donc voilà, c'est la mise vraiment en essayer de faire une vraie mise en synergie de tous ces mouvements de lutte qui luttent souvent pour la même chose, les mêmes causes, mais qui ne se connaissent pas forcément, quoi, tu vois. Donc, on a beaucoup travaillé là-dessus, tu vois. Et donc, c'est pour ça qu'on est arrivé à la Palestine aussi, évidemment. Alors, justement, ça fait très bien le lien. C'est dans ces années-là qu'on se retrouve, dans 98, etc. Et je crois que José Bové a peut-être joué un rôle, parce que tu as aussi des liens avec José Bové, avec le monde paysan, la Confédération paysanne. Absolument, oui. Qui va être un acteur dans ces missions civiles aussi. Et donc, on va se retrouver à la veille donc, des années 2000 et 2001. Il y avait aussi une sorte de forum social à Gênes, où nous sommes allés avec Samir Abdallah pour faire la publicité. Et c'est à ce moment-là, alors juste pour raccrocher, pour que les gens rencontrent, comment se rendre compte, on a créé à l'époque, on a fait un premier mouvement qui s'appelait droit au retour, la campagne pour le droit au retour des Palestiniens. On a envoyé une délégation au Liban, dans les camps de réfugiés, pour faire un film, pour revenir. Et au retour de cela, c'est progressivement avec la seconde intifada, qui va éclater en 2000, eh bien, c'est là qu'on va se rencontrer. Donc, où vous étiez auparavant, c'était pas rue Montcalm, je crois, non? Si. Non, c'est ça. C'était rue Montcalm, 18e arrondissement. Voilà, c'est là qu'on va se rencontrer pour des réunions préparatoires, parce qu'à ce moment-là, on va lancer la campagne internationale pour la protection du peuple palestinien, avec donc Samir Abdallah, Walid Sharara, d'autres acteurs du mouvement social. Et grâce à toi, je dois le dire, parce que c'est toi qui va... Alors, ça me permet de le dire. Et c'est toi qui va nous permettre de nous lier au mouvement social et au mouvement ce qu'on appelait le mouvement altermondialiste. C'est ça. Et donc, on va se retrouver avec une kyrielle d'associations que tu vas nous permettre de rencontrer. Et c'est là qu'on va faire les premières réunions préparatoires à la campagne civile, rue Montcalm, donc au siège de Droit Devant. Exactement. Je me rappelle, il y avait même Hazan des éditions La Fabrique qui était passé, regretté Hazan, dont on salue la mémoire. Et donc, voilà. Et ces missions civiles, donc juste un mot, le but était de partir en Palestine, d'emmener en Palestine un certain nombre d'acteurs de mouvement social. Donc toi, d'autres acteurs, Babar, héros de droit au logement, José Bové, des journalistes et autres, et de partir, tout ce beau monde doit partir en Palestine. Alors j'aimerais avoir donc ton avis sur les missions civiles, comment tu vas t'engager dans les missions civiles. En fait, quand vous êtes venu me voir et que vous m'avez mis donné carte blanche pour monter une mission qui regroupe une grande partie du mouvement social en France, comme je connaissais évidemment toutes ces associations, et pour cause, on avait lutté ensemble, moi l'idée c'était simplement de voir avec des associations qui luttent pour des droits dont est privé entièrement le peuple palestinien. C'est ça. Donc le droit au logement,
Le droit à la terre avec Beauvais, la Confédération paysanne, le droit au logement avec Jean-Baptiste, etc. Le droit au travail avec une association comme la Malika Zediri. Oui, Malika Zediri, absolument. Qu'on salue. Voilà, le droit au travail, comment dire, le droit à la citoyenneté. Donc j'étais allé voir le syndicat de la magistrature qui a envoyé sa présidente Evelyne Sirmarin de l'époque. Oui, alors extraordinaire, Evelyne Sirmarin. Tu vois ce que je veux dire ? Secrétaire du syndicat de la magistrature. Il faut quand même que vous le sachiez, qui va partir avec nous en Palestine. Exactement. Et donc, cette mission-là, petit à petit, elle est montée. Et puis, bon, évidemment... Et Beauvais. José Beauvais. José, bah oui, en premier. Bah, c'est eux que je suis allé voir en premier. On s'entendait énormément bien avec On avait fait plein de trucs. On avait occupé l'immeuble de Vivendi, on a occupé le Louvre avec eux. Enfin, on a fait plein de... on a fait des trucs de dingue. On a même occupé le château de Versailles. Ah oui, sans blague. On a occupé le château de Versailles. Il fallait le faire. Bon, et donc, c'était des vieux compagnons. Et notre ami Gaillot. Bah oui, avec Jacques, évidemment. Donc voilà, et la première mission, quand on est parti en juin 2001, la campagne n'existait pas, hein. Ouais. Et c'est pendant cette première mission que, mot par mot, on a commencé à dire, tiens, comment on va appeler ce truc ? Et je me rappelle, on avait avec José, là, tout ça, on était en train de piocher, campagne, civile. Ah oui, bah d'accord, oui, mais international, parce qu'effectivement, ça regroupait l'international. Pour le peuple, oui, mais pas seulement pour le peuple. Ah oui, pour la protection du peuple palestinien. CCIPPP. Donc voilà, c'est comme ça qu'au fur et à mesure... Le sigle que les gens n'arrivaient pas jamais à prononcer, CCIPPP. Bah oui, attends, parce que c'est long. Le but était, parce que la seconde intifada avait commencé en 2000, et le but, c'était pour dénoncer l'impunité totale de l'armée israélienne qui tire sur les gens, qui tuait, etc., et les checkpoints. Et le but était d'interpeller les pouvoirs publics européen à partir de la Palestine, armée de notre passeport européen. Parce qu'il fallait d'abord encore franchir la frontière. Alors j'aimerais juste que tu racontes un petit peu cette première mission. Moi, je n'étais pas dans la première mission, j'étais dans la campagne déjà, mais je n'étais pas dans la première mission. J'irai dans la deuxième avec Gaillot, etc. Mais raconte-nous un petit peu ta première mission. Ah bah oui. Et d'ailleurs, tu seras aussi dans la deuxième avec mais il s'est passé plein de trucs sur cette première mission. D'abord, on a affronté l'armée israélienne qui voulait embarquer les jeunes là du côté de Khan Younes. Alors on s'est interposé. Sur les checkpoints aussi. Oui, sur les checkpoints. Enfin, on a fait beaucoup. Il y a des images avec Beauvais et Babar. Ouais, on s'est assis d'ailleurs sur une Jeep, je me rappelle. On a piqué la Jeep d'un militaire israélien. Après, ils nous ont embarqués. On s'est retrouvés encore militaires. Il y a un film, je pourrais vous donner les références. Il y a un film, Un voyage en Palestine. Oui, Voyage en Palestine, ouais. Mais non, ce qui était vachement important, on a rencontré Arafat à la Moukata, Ramallah. Ce qui était très important, on a senti combien le peuple palestinien avait une demande de populariser leur lutte le plus possible, quoi, tu vois. Et c'est ce qu'on a vraiment essayé de faire, quoi, tu vois. On a rencontré des paysans, on a rencontré des étudiants, on était à Birzeit, enfin à l'université, enfin tout ça, quoi, tu vois. Et on a fait des rencontres énormes, on n'a pas arrêté, tu vois. Et je pense que ça a été très, très important. Moi, ce peuple palestinien, j'ai fait peut-être une 50aine de pays dans le monde, je n'ai jamais rencontré un peuple comme le peuple palestinien. Parce que même dans la tragédie, même dans la douleur, même dans l'abomination, ce peuple palestinien arrive encore à vivre, à survivre et à résister, quoi. Moi, ce qui se passe aujourd'hui, il n'y a pas un peuple qui peut... Bon, peut-être le peuple algérien, parce que les deux luttes Voilà, mais tu vois... nous, on a appris beaucoup. On a appris énormément, tu vois, à commencer par moi. Parce que moi, j'avais encore mes idées anticoloniales de l'Algérie, de mon frère assassiné, etc. Mais là, quand j'ai vu ces Palestiniens, mais même avoir le sens de l'humour, rigoler, enfin, tu vois, converger, se tenir par la main, c'était avec des battements de cœur conjugués, c'était une merveille, tu vois. Et nous, on a beaucoup appris, beaucoup. Oui. Ils nous ont appris beaucoup plus que nous, on leur a appris, hein. C'est clair. Mais en tout cas, c'est sûr qu'ils étaient très sensibles au fait que quel que soit, qui que ce soit que nous soyons, nous étions là pour rapporter et divulguer au maximum
les conditions de vie de ce peuple palestinien, de ce merveilleux peuple palestinien. Et je pense que c'est ce qu'on a réussi à faire, enfin à notre niveau, avec nos moyens, mais quand même, ça, on a fait parce que depuis, des centaines et des centaines de missions sont Alors, parties, tu as tout à fait raison. Donc, moi, je tiens vraiment à te remercier, toi et ces acteurs du mouvement social, parce que ça nous a permis, nous aussi, qui étions en quête, justement, d'une extension de la popularisation de cette lutte. Et bien, vraiment, d'avoir répondu présent, à cet appel des missions civiles et d'avoir contribué à leur création. Hein. Et tu as raison, c'est qu'ensuite, ça va initier tout un mouvement, puisque les missions civiles vont durer encore pendant une dizaine d'années. Plus que cela. Et ce sont des centaines et des centaines de personnes de France, de tous les horizons d'ailleurs. Hein. Beaucoup de jeunes, d'étudiants, de gens du spectacle, de photographes, de caméramans. Et internationaux aussi. Et internationaux, oui, parce qu'ensuite, ça va donner des idées au plan international. Il y a des gens qui vont partir de partout, d'Italie, de Belgique, etc. Et ensuite même même des États-Unis, avec International Solidarity Movement, avec je me rappelle de Nathan Golan, je ne sais plus, mais enfin des États-Unis aussi, voilà, un certain nombre de militants qui vont partir, des Anglais aussi. Et on salue donc la mémoire entre autres de Rachel Corrie, américaine, qui sera écrasée par la suite. Donc ces missions civiles, elles vont avoir une grande importance. Alors après, les Israéliens vont nous empêcher de rentrer, vont bloquer, etc. On sera bloqué. Mais des centaines et des centaines de Français et de toute origine, alors, du monde paysan. Il y aura même des mariages entre des ruraux français et des ruraux palestiniens. Absolument. Il y a des oliviers qui vont venir aussi de Palestine, qui vont réussir des graines d'olivier qui vont venir être plantées en France. Donc vraiment, c'était quelque chose de très important pour la lutte, pour la popularisation de la lutte palestinienne. Oui, tout à fait. Alors évidemment, on va dire aujourd'hui, avec le génocide, enfin tout ça... est-ce que ça a servi à quelque chose ? Mais oui, c'est obligé que ça a servi à quelque chose. Moi, de toute façon, après 40 années de lutte, j'en suis arrivé à dire qu'aucun combat n'est vain. Aucun combat n'est vain. Même si tu as l'impression d'affronter des montagnes imprenables, tu vois, tu te dis, oui, mais parce qu'on ne sait jamais... Quelle est la résonance qu'il va y avoir dans le futur ? Et j'en reviens donc à ce que je disais tout à fait au début, de toute cette fraction de jeunesse. Regarde par exemple, depuis octobre 2023, le 7 octobre, au début, nos manifs, on était pas très nombreux. Hein. Enfin, était, mais bon. Non, mais ce que je veux dire, on était nombreux, mais d'un certain âge. Oui, c'est ça. Tu as raison. Oui. C'est vrai que là, ça va être... Après, tu as remarqué tout à fait, bien sûr, le nombre de jeunes qui sont arrivés et qui, en fait, un peu comme moi, quand j'avais vu ce 1er novembre 54, se sont élevés à la conscience politique à partir du génocide de Gaza. Ça, c'est une merveille, ça, tu vois. Et ça laisse obligatoirement des traces. Parce que cette fraction de jeunesse, même si elle est minoritaire, mais on sait très bien que c'est les minorités, de toute façon, qui ont, à partir d'un certain moment, fait en sorte d'instituer autre chose, tu vois. Donc, moi, j'ai beaucoup confiance dans cette jeunesse qui s'est levée, là, comme une belle moisson, comme un épi de blé, là, tu sais, qui éclate en plein soleil. Eh ben, je t'assure, moi, j'étais... Ah là là, je voyais au fur et à mesure des manifs, là, toute cette jeunesse, c'était tout jeune. Moi, ma fille qui a 16 ans, ma dernière qui a 16 ans, ils ont bloqué leur lycée pendant une journée, tu vois, lycée Turbo, tu vois, des trucs comme ça, avec toutes ces... Voilà, donc, évidemment, le peuple palestinien, il y aura encore du sang, il y aura encore des larmes, hein, c'est sûr. Mais moi, je suis... Alors, peut-être que je vais dire... Il y en a qui vont me dire il est fou. Non, je ne suis pas fou. Dans les dernières luttes coloniales importantes qui a eu lieu, que ce soit l'Algérie, le Vietnam, etc., vous avez pu remarquer une chose, c'est que le fort part et le faible reste. Et la Palestine, c'est comme ça que ça se passera. Non, mais on va me dire, attends, oui, mais attends, on n'a pas expulsé 5 millions de Palestiniens. À moins que Musk, là, il fasse une plateforme spatiale pour envoyer 5 millions de Palestiniens dans les astres, tu vois. Non. Le peuple palestinien, sur la durée, gagnera.
sur la durée, évidemment. Mais voilà, et ils resteront. Et je sais pourquoi ils resteront aussi. Parce que le premier voyage à Gaza, j'ai rencontré un vieux Palestinien qui avait encore la clé autour de lui de sa maison de 1948, après la Nakba, tu vois, et qui disait aux jeunes qui étaient autour de lui, surtout, ne quittez jamais votre terre, même de 100 mètres. Même de 100 mètres. Parce que plus jamais vous ne la reverrez de génération en génération. Et ce qui tient le peuple palestinien, c'est cette certitude que s'ils quittent cette terre, plus jamais ils ne la reverront. Et ça, c'est ça aussi qui tient ce peuple, cette merveille de peuple, tu vois. Voilà. Bah écoute, c'est merveilleux, Amara. C'est une très belle conclusion qui est en même temps un début. Nous arrivons au terme un petit peu de cet entretien. Est-ce que tu voudrais dire quelque chose encore Oui, parce que je voudrais terminer par un poème, parce qu'en fait, comme je suis poète moi-même, et que la poésie palestinienne m'a beaucoup impressionné aussi, j'ai un livre de Abdelatif Lahabi, là, qui a traduit les Gazaouis qui sont... Non. Des Gazaouis, c'est des poèmes de Gazaouis. Des poèmes de Gazaouis, de peuple, c'est génial. Hein. Non, un poème d'un poète anarchiste, puisque moi je suis anarchiste, de toute façon, un anarchiste constructeur, et qui disait, Gaston Coutet, comme le printemps va arriver le mois prochain, eh bien, j'ai terminé sur un chant d'espoir, des mots d'espoir. Il disait, le printemps va bientôt naître. Les hirondelles, pour que l'azur s'en vienne égayer son berceau, fendent le crêpe du brouillard à grands coups d'ailes, prestes et nettes, ainsi que des coups de ciseaux. Des rustres stupides et des corbeaux voraces qui s'engraissaient parmi les horreurs de l'hiver, en voyant les oiseaux d'espoir traverser l'air, se liguent aussitôt pour leur donner la chasse. Les hirondelles agonisent dans des cages, leur aile saigne sous la serre des corbeaux, mais parmi l'azur qui crève enfin les nuages, voici l'avril, voici le printemps jeune et beau. Ô gouvernants bourgeois à la poigne cruelle, emprisonnez les gens, faites-en des martyrs. Tuez, si ça vous plaît, toutes les hirondelles. Vous n'empêcherez pas le printemps de venir. Alors c'est magnifique. Gaston Coutet. Oui, Gaston Coutet, poète anarchiste. Oui, tout à fait. Merveilleux, quoi, tu vois. Merveilleux. Donc, terminons. Terminons là-dessus. Et puis, ma petite annonce. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Je l'annonce. Mais bien sûr. Oui, alors, après-demain, vendredi à 18h30, Hamadi Ghela et Souleymane Boel ont organisé une rencontre d'auteurs de livres, qui s'appelle Auteurs en Lumière, qui sera au Baranou, au 78 rue Compan, dans le 19e. Oui, qui est pas mal, un endroit où il se passe pas mal de choses. Au Baranou, il se passe plein de choses. 78 rue Compan, c'est le métro Place des Fêtes. Voilà. Donc c'est après-demain, vendredi, à 18h30, Auteurs en Lumière, au Baranou, 78 rue Compan, métro Place des Fêtes. Bisous à tous. Merci à toi. Merci à toi. Merci Youssef. Cher frère, cher ami, cher camarade. Voilà, et à la revoyure, parce que le combat continue. Absolument. Et on n'a pas fini, mon frère. On n'a pas fini. Même si tu me dois quelques années, quand même. Oui, on va essayer de rattraper. Merci à vous, chers amis. Ce fut très sympathique de vous voir, de vous savoir, nombreux, pour nous écouter, pour nous regarder. Dis donc, on a fait 1 heure. Voilà, 1h30. Oui. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Et suivez la chaîne et n'hésitez pas à souscrire des abonnements à la chaîne Parole d'Honneur. Et bien sûr, je l'ai pas sous la main, mais nos merveilleuses revues. Voilà, la dernière revue, Nous, qui vous comblera d'aise, j'en suis certain. Voilà, vive l'anarchie. À bientôt. N'hésitez pas à me faire venir pour... Oui, alors voilà. N'hésitez pas. Si vous connaissez des camarades, des vieux qui ont envie de poursuivre cet entretien avec notre ami Amara, n'hésitez pas. Il est là, il se met à la disposition de la Révolution. Vous pouvez me surexploiter, je suis tout à fait offert. Merci, au revoir. Merci.